Je ne parle pas seulement aux esprits qui m'aident, mais je parle aussi aux ancêtres. Et quand je les appelle, je leur demande qu'ils m'aident pour que vous compreniez bien tout ce que j'ai à vous dire, et qu'il faut respecter tout ça. J'ai demandé au Créateur et aux ancêtres qu'ils m'aident à vous transmettre ce message, de sorte que vous compreniez le caractère sacré de ce que nous allons faire. Ce voyage est vraiment personnel. C'est votre voyage. Vous ne pouvez le faire avec personne d'autre. Quand vous avancez sur votre chemin, vous avancez seul. La seule manière de vraiment comprendre, c'est de venir à une cérémonie. Alors laissez vos caméras et vos peurs dehors et venez vivre ça, quelle que soit la difficulté que vous pourriez rencontrer. C'est le seul moyen. That's the only way. Au XVIe siècle, les navigateurs européens, découvreurs de nouveaux territoires, pointèrent la proue de leurs navires vers l'ouest. Cachés derrière d'épais rideaux de brume, les premières terres s'offrant à leur regard furent celles de l'île de Terre-Neuve. 500 ans plus tard, le climat sur ces côtes escarpées n'a pas vraiment changé. Mais qu'en est-il de ses habitants ? L'histoire qu'ils ont à raconter est passionnante et complexe. Il y a longtemps, cette île avait un nom bien différent de celui d'aujourd'hui. Nous n'utilisions pas le nom de Terre-Neuve, mais celui de Takamcook. Cette île est devenue Terre-Neuve quand Jean Cabot est arrivé en 1497. Il était parti à la recherche de nouvelles terres et il a trouvé ce territoire qu'il a appelé Terre-Neuve. Mais nous l'appelons Takamcook, ce qui veut dire « ce sont nos terres ». Lorsque les Français, Néerlandais et Britanniques mirent le pied sur cette île, les populations indigènes locales vivaient en tribus nomades, se déplaçant au gré des saisons sur des terres sans clôture ni frontières. Mais pour les Européens, pétris de valeurs individuelles et de notions de propriété privée, avides de découvertes et de conquêtes, ce sont avant tout les immenses bancs de morues frayant le long des côtes qui les poussèrent à s'installer ici et à fonder la ville de St. John's. Depuis cette époque, les bateaux de pêche n'ont jamais cessé leur navette à l'embouchure d'un port devenu industriel. À quelques kilomètres de la capitale, caché à l'abri des regards et de la houle, le petit port de Petty Harbour regarde passer les icebergs descendant du pôle Nord.
Ça fait 45 ans que je vis ici et ça a toujours été magnifique de pouvoir prendre le large. Des fois on a d'énormes vagues et puis après ça change, c'est jamais pareil. La vue de notre île depuis la côte est vraiment superbe. I don't think Bo Derek ever wore a Southwester. Yes, she did. When? In that part of the movie. Oh, really? Yes. See, I never watched the movie. Ma famille a vécu ici depuis 200 ans. Ils ont toujours été des pêcheurs, ils venaient d'Irlande. Et quand ils sont venus ici, ils s'y sont installés, ils ont commencé à pêcher. Quand j'ai voulu être pêcheur, moi, j'ai juste payé $20, j'ai acheté un bateau, quelques lignes, mais je suis parti pêcher. Maintenant, avoir sa licence et un bateau coûte $200 000. Quiconque veut venir s'installer dans notre communauté et pêcher doit le faire à notre manière, à l'hameçon. On n'a pas le droit d'installer des filets maillants ni de pêcher avec de gros chaluts. On doit pêcher un poisson à la fois, même si vous avez 3 cannes à pêche, mais vous devez pêcher un poisson à la fois. Comprenez ? Mon père et mon grand-père se sont battus pour en arriver là, donc c'est important. S'ils ne s'étaient pas révoltés, ces hommes auraient réduit à néant la zone de pêche avec leurs filets. Ils ont le droit d'avoir des filets et des chaluts tout autour de l'île, mais pas ici, vous comprenez. Si on arrête, cette tradition va disparaître parce que personne ne sera intéressé à la faire perdurer. Donc nous sommes vraiment dévoués à transmettre notre savoir, tout comme mon père me l'a transmis, et lui-même l'avait reçu de son père. C'est la même chose pour toutes les personnes de cette communauté, vous savez. You got it? You gotta love it here, in order to stick it out here. Il faut vraiment aimer cette île pour pouvoir y rester. C'est un endroit assez dur à vivre. Les hivers sont vraiment très froids. Au Labrador, il fait encore plus froid. Après la fonte des glaces, les icebergs se détachent et voyagent. Aujourd'hui, on avait un vent qui venait du nord, donc ça a poussé les icebergs du Labrador jusqu'ici. Au sud d'ici, il y a un endroit qui s'appelle Sandshots. Ils ont déjà eu 92 jours de suite avec que du brouillard. Vous vous rendez compte ? 92 jours de brouillard sans un seul rayon de soleil. Les endroits comme celui-ci peuvent être déprimants. J'adore être ici. C'est comme au paradis. Quand les gens me parlent d'aller au paradis, je leur dis que j'y suis déjà. Pour moi, c'est un vrai havre de paix, parce que la vie ici n'est pas stressante, vous comprenez ?
Certaines personnes ne sont pas faites pour ça. Elles trouveront qu'elles ne font pas assez d'argent, elles feront autre chose. Pour moi, l'argent n'est pas ce qui compte. Il faut aussi être heureux. Donc, si vous arrivez à payer vos factures et à acheter à manger, pour moi, c'est la belle vie. En tout cas, je vois les choses comme ça. Au fil des générations, les populations descendant des Européens ont façonné de petites communautés tout le long de la côte, mélangeant un héritage culturel en provenance du vieux continent avec la rudesse d'un mode de vie local tourné vers la mer. Dans l'adversité de ces lieux, ces populations sont des irréductibles et se battent pour le demeurer. Chaque personne appartient à une culture. Alors si quelqu'un arrive et vous dit que votre culture n'existe plus, que maintenant vous devez déménager, c'est vraiment très dur à accepter. Et en plus, particulièrement pour les Inuits. Ils peuvent vivre dans des igloos ou dans un tipi dans la forêt. Mais le gouvernement les a obligés à déménager et à s'installer dans des maisons. Ils ne voulaient pas tout ça, mais on les a obligés. Ça a été un changement énorme pour leur culture et beaucoup se sont suicidés. C'est comme si le gouvernement disait aux habitants de Petty Harbour, « Allez, on va vous faire déménager à St. John's, on va fermer la communauté, vous ne pourrez plus pêcher ici, vous devez aller vous installer à St. John's. » J'imagine que tout le monde serait sous le choc, et certains ne le supporteraient pas. Eh bien, c'est ce que les autorités ont fait ici à Terre-Neuve. Il y avait beaucoup de communautés dispersées, et le gouvernement a voulu les relocaliser, les retirer de leurs petits coins pour les regrouper dans les grandes villes. Comprenez ? Quand la confiance s'installe, il ne faut pas longtemps pour qu'au détour de la conversation émerge le souvenir des blessures encore vivaces. Le problème du déracinement concerne de près ou de loin une grande partie de la population de Terre-Neuve, qu'il s'agisse des descendants de colons ou des indigènes. Je quitte les côtes et je m'enfonce dans le territoire, à la rencontre d'une discrète communauté indigène, les Mi'kmaq. Cone River est une réserve à une journée de route de St. John's. Elle est entièrement peuplée et administrée par les Mi'kmaq. Sur ce territoire, toutes les personnes partagent la même histoire. Une histoire qui aujourd'hui les unit. En 1749, un gouverneur de Nouvelle-Écosse a fait une proclamation dans laquelle il autorisait à abattre toute personne Mi'kmaq que l'on pouvait rencontrer, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants. La première année, pour chaque Mi'kmaq tué, la récompense était de 10 livres. Je ne sais pas vraiment combien ça représente actuellement, mais pour les années 1700, ça devait être beaucoup d'argent. L'année suivante, c'était 15 livres. Et la troisième année, on parlait de 20 livres pour chaque scalp de Mi'kmaq. I started falling in love with the country when I was in my teens. C'est quand j'étais adolescent que je suis tombé amoureux du pays. Eventually I ventured out on my own. I don't mind. Et maintenant, je n'ai pas de problème à me lever au milieu de la nuit pour aller faire mon travail. Je peux rester 20 ou 30 jours ici, tout seul.
J'ai l'impression d'être un peu comme à la maison. Quand je sors de chez moi, en fait, c'est comme si j'étais encore chez moi. Dans la forêt, je me sens chez moi. Je suis très fier de marcher sur ma terre. Nous sommes des gardiens de la nature, nous essayons de connaître le nombre de caribous qu'il y a en les comptant. Et si nous voyons des personnes faire du mal aux animaux, nous allons les voir pour leur dire que ce n'est pas autorisé. Nous n'avons pas l'autorité nécessaire pour les arrêter, nous devrions l'avoir. On est juste un peu comme les gardes forestiers, et nous nous assurons que l'environnement reste propre, que les déchets sont ramassés, que les animaux sont en sécurité. C'est tout ce que nous pouvons faire. En 1870, le gouvernement britannique a mis en place une réserve ici. Donc nous avions le droit de vivre dans cette réserve que les colonies anglaises ont mise en place. À partir de là, il n'y avait plus de problème pour nous identifier et ça nous convenait. Mais à l'extérieur de la réserve, dans d'autres parties de Terre-Neuve, les gens avaient encore peur de révéler leurs origines Micmac. Je suis très fier de l'appeler ma terre, mais je dois demander la permission pour aller chasser un élan. Mes grands-parents et mes ancêtres n'avaient pas à le faire. Moi, si je me fais attraper en train de tuer un élan, on pourrait m'accuser de braconnage. Pourtant, en tant que Micmac, je ne pense pas que ce soit du braconnage. Je cherche juste à trouver de la nourriture pour ma famille. Je pourrais aller au supermarché si je le voulais, mais chasser, ça fait partie de notre culture et c'est important pour toutes les personnes qui habitent dans la réserve. Nous allons dans la forêt chercher notre nourriture. Pouvoir marcher sur ma terre est important pour moi. C'est vrai. Je vous dis que j'aime cette terre et pourtant j'y tue des animaux. Mais je tue parce que j'en ai besoin. Les personnes Mi'kmaq traitent les animaux avec respect. Moi, par exemple, je ne prends pas des photos, je ne le balance pas comme ça dans mon coffre de voiture, et je ne saute pas de joie non plus parce que j'ai attrapé un élan. Je ne le fais pas comme un sport. Je tue l'animal en tant que Mi'kmaq et parce que j'en ai besoin pour me nourrir. Quand vous regardez l'endroit magnifique dans lequel nous vivons et que vous remontez en arrière de 200 ans, il faut vous imaginer que cet endroit était un supermarché à ciel ouvert. Les rivières abondaient de plusieurs espèces de poissons. On marchait des jours pour aller chasser des castors et des caribous. Donc, quand notre peuple est arrivé ici, il s'est senti comme à la maison. Le supermarché, c'était ici même. Aujourd'hui, nous n'avons plus de saumon dans nos rivières. Les gens accusent les pisciculteurs ou les entreprises qui importent des espèces invasives, des espèces que nous n'avions jamais eues ici sur notre territoire. C'est à ce genre de problème qu'on doit faire face tous les jours.
Soldier boy, soldier boy, Drop your flags down, follow people. You have registered, please do so. Les Mi'kmaq sont particulièrement méfiants face aux étrangers. Ils ne se livrent qu'après s'être assurés que vous êtes une personne bienveillante à l'égard de leur culture. Après quoi, les portes s'entr'ouvrent doucement, donnant accès à des rites et des pratiques habituellement réservés à la communauté, et durant lesquels toute caméra est généralement proscrite. Je mesure donc ma chance de pouvoir enregistrer ces moments. Le Powo est un rassemblement annuel, invitant la population locale à se retrouver pour rendre hommage aux ancêtres. C'est aussi le moment choisi pour faire revivre des rites et des pratiques oubliées. On a dû cacher ce que nous faisions et devenir des sortes de clandestins. C'est la raison pour laquelle on a été invisibles durant toutes ces années. Des lois étaient mises en place pour nous empêcher de pratiquer nos cérémonies, des lois qui nous ont été imposées, qui niaient l'existence de notre langue, de notre culture, de nos rites. Et si nous avions participé à des cérémonies, on aurait été emprisonnés ou rappelés à l'ordre très sévèrement. À cette époque, ils punissaient notre peuple s'il faisait ce genre de choses. Chaque personne de cette communauté est un membre de ma famille. Je dis souvent aux étrangers, même s'ils ont du mal à comprendre, que j'ai 800 ou même 1000 enfants dont je dois m'occuper. Nous créons notre propre monde ici à Mayupekak et nous devons le construire avec le plus de traditions possible. Behind them we have our Mi'kmaq est canadien, moitié-moitié. On est fiers d'être canadien, mais on est aussi fiers d'être Mi'kmaq. On peut en parler à nos amis qui ne sont pas d'ici. Ils me disent toujours que je dois être fier de ma culture. Ça m'aide à être fier de qui je suis. Le Powo a pour but de rassembler les gens et à les amener à regarder ce que l'on fait pour les rendre plus curieux, pour les impressionner aussi. Peut-être que ça ressemble à un spectacle parce que beaucoup de gens ne font que regarder les danseurs. Mais en fait, ils sont là pour apprendre et laisser les autres personnes exprimer leur culture. Je ne crois pas que ce soit un spectacle. Si c'en était un, il y aurait des tickets à acheter. On m'a appris que le tambour, c'est un peu comme le battement du cœur de Dame Nature dans notre culture Mi'kmaq. Mais franchement, quand je frappe, je ne ressens rien de spécial. Je le fais juste parce que c'est amusant et que ça donne le sourire aux gens. Ceux de notre peuple doivent comprendre toutes ces choses. Ils ne pourront pas avoir une conscience d'eux-mêmes s'ils ne comprennent pas d'abord tout ça. Tout ceci, tout ce que ça représente, son lien avec le passé, avec l'histoire, c'est tout ça que notre peuple doit comprendre.
Je pense que la technologie a fait toute la différence. Plus personne ne veut participer à notre culture désormais. Les jeux vidéo sont devenus beaucoup plus intéressants. Les jeunes restent à la maison, ils font des trucs de ce genre. Avant, il n'y avait pas tout ça. Du coup, ils allaient pêcher, ils voyageaient avec leurs parents, les grands-parents racontaient des histoires. Mon grand-père m'a déjà emmené avec lui pour capturer des animaux. Mais quand j'ai grandi, les technologies m'ont plus intéressé. Je préférais sortir avec mes potes. Aller avec mon grand-père ne m'intéressait plus. Quand j'étais enfant, nous n'avions pas d'électricité, de télévision ou même de radio. La seule manière de nous occuper était de raconter des histoires ou de se promener avec nos parents ou grands-parents. Ils nous apprenaient des choses à la façon Mi'kmaq. On n'avait même pas l'impression d'apprendre quelque chose. Je me rendais compte que j'avais appris des choses parce que je me souvenais que mon grand-père me disait que c'était important pour moi. Cette vie moderne est tellement nouvelle et nous fait tellement envie qu'on a tous l'impression d'être enfermés dans une confiserie pendant des heures. L'un veut une voiture, l'autre un engin de déneigement, tout le monde veut son quad. Spirituellement, ça m'apporte beaucoup. Être dans la nature, chasser, pêcher, capturer les animaux, tout ça est connecté. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est une sensation de bien-être. C'est quelque chose de personnel, je le fais pour moi. Mais je devrais le partager davantage autour de moi, parce que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre tout cela grâce à mon oncle. La bonne chose à faire serait de transmettre ce savoir à mon tour. Les plus jeunes doivent en entendre parler, le voir et pratiquer pour comprendre d'où nous venons. Ils sont tellement perdus dans le monde d'aujourd'hui qu'ils oublient cette connexion. Et c'est aux parents comme moi d'essayer de changer ça, de voir s'ils aiment ce genre de choses. Et même s'ils n'aiment pas, ce n'est pas grave. J'ai été ici assez longtemps pour pouvoir vivre et les traditions et la modernité. Et à mon avis, même si la tradition représente tout, on fait tout pour pouvoir la ramener dans les écoles, on fait les cours de langue, on fait les cours de percussion, les cours de danse. C'est triste à dire, mais je pense que c'est la modernité qui l'emportera. À moins que quelque chose ne change radicalement, et plus particulièrement dans les foyers. J'ai grandi avec le catholicisme, et même si nous essayons de faire revivre certaines choses de notre culture, que vous pouvez voir des huttes de sudation ou des cérémonies de purification, j'ai personnellement grandi en allant à l'église, et avec les prières et tout ce qui se rapportait à ça. Mon père et ma mère pratiquaient, tout comme mon oncle et sa famille. Je crois en beaucoup de choses traditionnelles, comme la purification, mais j'ai aussi une foi catholique. J'essaie de garder un équilibre entre les deux. Je ne crois pas en l'un plus qu'en l'autre et j'utilise les deux pour mon propre bien-être. Si j'ai besoin de prier, je prie. Si j'ai besoin d'une purification, je me purifie. À l'heure actuelle, mon oncle n'est plus parmi nous. Et maintenant, quand je vais dans les terres, à la rivière ou même sur mon bateau, j'ai toujours cette connexion avec lui. Je le vois dans le vent ou dans le ciel, quand un aigle passe. Tout ce que je fais me fait penser à lui, quoi que je fasse.
C'est à cause de toutes ces choses que nous avons vécues ensemble. Tous ces bons souvenirs me reviennent régulièrement. Même s'ils la respectent énormément, la plupart des gens qui appartiennent à notre communauté ne participent pas aux cérémonies. Ils ont été chrétiens depuis tellement longtemps qu'ils ne comprennent pas le voyage qui nous connecte avec cette autre spiritualité. En ce qui concerne le respect, pendant nos célébrations, quand nous dansons pour les ancêtres. Nous prions pour eux. Tout ce que nous faisons est pour nos ancêtres. Et tout cela fait partie de nos célébrations. Les prières que l'on récite chaque jour ont pour but de rendre hommage à nos ancêtres pour tout ce qu'ils nous ont donné. Sans eux, nous ne serions pas ici. C'est ce rôle qu'ils jouent chaque jour dans nos vies. Sans les ancêtres, nous ne serions pas là. Dans cette culture en reconstruction, les nouvelles générations cristallisent tous les espoirs. Sans qu'ils s'en rendent vraiment compte, c'est sur leurs épaules que repose la renaissance d'une culture presque totalement disparue. Recouvrer l'identité du peuple Mi'kmaq en réhabilitant ses rites, ses pratiques et sa langue est un projet ambitieux qui germe doucement dans les esprits. J'aime explorer. En plus, ici, ça sent bon. Ça sent pas mauvais comme en ville. Là-bas, on peut sentir la pollution, mais pas ici. C'est pour ça que je préfère être dans les bois. Moi, j'aime la liberté. Ici, on peut faire beaucoup plus de choses sans que personne nous dise quoi faire, parce qu'on est tout seul. Ready? Nos deux parents ne parlent pas un mot. La seule chose qu'ils connaissent en langue Mi'kmaq, c'est Mokwa. Et c'est tout. Et ça veut dire non. Ils n'ont pas grandi avec les cours que nous avons, parce que c'est vraiment quelque chose de récent, ça a dû commencer dans les années 2000. Donc c'est vraiment très récent d'apprendre cette langue à l'école. C'est pour ça qu'ils ne la parlent pas. La langue me manque. La langue de notre peuple nous manque. Chaque personne qui appartient au peuple Mi'kmaq devrait parler notre langue. En 1921, notre langue a été rendue illégale par l'Église. Nous avons donc perdu cette liberté. Mais elle revient.
Aujourd'hui, l'anglais est devenu notre langue maternelle, mais nous devons aller au-delà pour retrouver notre langue et la parler à nouveau. Il faut éduquer l'esprit et le corps pour retrouver tout ça. Le plus difficile pour nous aujourd'hui est de retrouver toutes ces choses et d'enseigner tout ça à nos enfants et à nos familles. Il faut que ça devienne un automatisme. On peut y arriver, mais ça prendra un peu de temps. On faisait aussi du tambour, parce qu'en fait, quand on coupe un arbre, c'est notre façon de dire pardon à Dame Nature. C'est pour ça qu'on en faisait. On a aussi chanté pour honorer nos ancêtres. Les aînés représentent la sagesse. Ils étaient là même avant qu'il y ait toute cette technologie. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'ils faisaient avant pour s'amuser. Ils faisaient la même chose avec leurs parents pour apprendre. Les idées viennent des plus jeunes, qui apprennent tout ça à l'école, contrairement à nous. Ce sont eux qui vont rendre ces choses possibles, dans un futur que nous ne faisons qu'imaginer à l'heure actuelle. Même les plantes et les arbres avaient des noms. Les rivières avaient des noms, comme les gens. Les montagnes avaient des noms, comme les gens. Enfin, c'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est justement cela que nous devons retrouver pour, en quelque sorte, redonner cet esprit à notre peuple. Tout ce qui nous entoure mérite d'être respecté, autant que les humains. Cette terre mérite le respect. Les plantes médicinales méritent le respect. Tout doit être fait dans le respect. C'est la même chose quand vous arrivez dans cette communauté.
Depuis que les hommes blancs sont arrivés sur cette île, on a dû s'assurer que tout était bien protégé spirituellement. Et c'est pour cette raison qu'on fait tout ça. C'est pour aider notre peuple, pour qu'ils aient cette connexion et cette protection, pour que nos ancêtres puissent toujours garder un œil sur nous. Nous revenons désormais à une vie plus traditionnelle, où nous pouvons pratiquer notre culture et notre langue. Nous avons repris le contrôle de nos vies. Désormais, nous prenons les choses en main, nous savons où nous voulons aller et comment y parvenir. Le bon côté, c'est que la loi ne nous interdit plus de pratiquer nos traditions. En fait, je pense que le gouvernement, l'Église et l'armée peuvent vous prendre votre fierté et votre dignité, mais ils ne peuvent pas vous la rendre. C'est à vous de la reprendre. Et c'est exactement ce que nous faisons dans notre communauté. Nous reprenons notre fierté et notre dignité. Nous contrôlons notre destin. Et nous laisserons personne d'autre le faire à notre place. Dans ce qui se déroule ici, il y a tellement de choses qu'on devrait partager. Mais le meilleur moyen pour comprendre, c'est de vivre l'expérience. Et si, comme je te l'ai dit, tu as cette chance, alors n'aie pas peur d'y aller. Il y a beaucoup de belles huttes purificatrices dans la communauté de nos jours. Venir ici et filmer dans cette hutte est normalement tabou, mais il y a certaines choses que nous voulons partager en tant que peuple Mi'kmaq. Et ces choses, entre autres, sont la connaissance que nous avons concernant ces huttes. La première fois, la toute première fois où je suis allé dans une hutte de sudation, c'était à Eskasoni. Un homme Sioux du Dakota du Sud avait apporté une hutte, la toute première hutte que notre peuple ait eue. Je n'en avais jamais vu avant. When we come in, we were all jammed in there. We were shoulder to shoulder, packed. Je me souviens, nous étions entassés les uns sur les autres. 17 personnes, au coude à coude, dans une hutte plus petite que celle-ci. Après, il a amené tous les grands-pères d'un coup. C'est comme ça qu'on nomme les pierres. Il y avait au centre un tas énorme de 24 pierres incandescentes. Vous pouviez sentir la chaleur qui s'en échappait. Il faisait vraiment très chaud. Et encore, la porte était encore ouverte et il n'avait même pas encore versé l'eau. Finalement, il a jeté de l'eau sur les pierres ardentes et il s'est mis à rire. Il nous a demandé de prier. Comme ça, sans plus d'explication. Il nous a juste dit de prier.
Je suis resté assis, j'ai crié, j'ai pleuré. J'avais vraiment mal. La hutte était tellement chaude. Quand il a enfin ouvert la porte, plusieurs personnes se sont précipitées dehors et ne voulaient plus revenir. Mais moi, je suis resté assis en me disant que cet homme ne me cuirait pas. Je me suis dit que je tiendrais le coup, que je prierais encore plus fort. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais d'énormes cloques rouges sur moi, je pouvais sentir mon pouls battre dans mon cou. Quand je suis sorti, à la fin de la cérémonie, j'étais faible, désorienté. Quand j'essayais de me mettre debout, je retombais presque aussitôt, tellement je me sentais faible. Je voyais toute cette vapeur s'échapper de ma peau et monter jusqu'au ciel. Je me souviens, c'était durant une nuit froide d'octobre, une magnifique nuit remplie d'étoiles. Même si je venais de vivre une très grande souffrance, j'ai su à ce moment précis que c'était ce qui m'avait manqué durant toute ma vie. J'ai compris que ce que je venais de vivre était une partie de moi-même. À ce moment-là de ma vie, je voulais mourir, je voulais me suicider, j'ai même essayé plusieurs fois. Mais après cette expérience, je me suis promis à moi-même et j'ai promis au Créateur que cette nuit, je quitterai la drogue et l'alcool, que je quitterai mon passé pour poursuivre dans cette nouvelle voie. J'ai enfreint le protocole en vous laissant venir dans cette hutte. Il faut que vous sachiez que je peux avoir des ennuis à cause de ça. Maintenant, c'est mon devoir. Je suis le gardien de la pipe et de la hutte. Je me dois désormais de partager tout cet enseignement que j'ai reçu.